Bonjour mes chers étudiants, nous allons traiter aujourd'hui le cours sur les appendicites aigus. C'est un cours de la 3e année des études médicales. Les appendicites aigus, c'est une pathologie très fréquente et malgré son ancienneté, il est toujours sujet à des discussions dans des congrès internationaux et même la Société française de chirurgie lui a consacré une monographie il y a 4 ans. C'est pour vous dire qu'il est toujours d'actualité. Je veux bien que vous reteniez cette image d'une appendicite qui est aiguë. C'est comme ça, vous allez la retenir. C'est une pathologie très fréquente. Les objectifs de notre cours seront de pouvoir faire la différence entre les différentes lésions anatomopathologiques des appendices aigus, surtout savoir suspecter et porter le diagnostic d'une appendicite aiguë, pouvoir faire le diagnostic différentiel des appendices aigus et surtout les formes cliniques. C'est pourquoi dans le titre on a les appendices aigus et non l'appendicite aiguë, et de connaître, surtout de maîtriser, de savoir qu'est-ce qu'on va faire en présence d'une appendicite aiguë bien diagnostiquée. L'appendicite aiguë se définit par une inflammation aiguë de l'appendice vermiforme. Dans les rappels anatomiques, nous allons connaître la position exacte, les positions de l'appendice aigu. C'est une étiologie très fréquente, surtout dans le syndrome abdominal douloureux. Donc, lorsqu'on a une douleur de l'abdomen aiguë, il faut toujours avoir en tête le diagnostic d'une appendicite aiguë. Le diagnostic, par définition, il est clinique. C'est le clinicien, c'est le médecin en pratique courante qui va faire le diagnostic d'une appendicite aiguë. Mais dans pas mal de cas, il s'avère ce diagnostic difficile. D'accord ? Ça, en raison, on va le voir durant le cours, d'un polymorphisme clinique dont fait par l'appendicite aiguë. Et surtout, il y a une notion qu'on explique tout le temps, c'est que le degré de la tête appendiculaire, il n'est jamais comparable au degré de la symptomatologie clinique. C'est pourquoi on parle d'une absence de parallélisme anatomo-clinique entre les lésions anatomiques infectieuses de l'appendice et le tableau clinique, les signes fonctionnels et les signes physiques. De principe, à nos jours, sauf dans des circonstances, des études médicales, des circonstances pratiques, le traitement il est chirurgical. C'est pourquoi il faut bien savoir porter le diagnostic. D'accord ? Parce que lorsqu'on fait le diagnostic d'une appendicite aiguë, on porte l'indication d'un traitement chirurgical. Donc il faut savoir mesurer cette particularité qui est très importante dans les appendicites aigus. Donc, comme on a vu dans le cours d'anatomie, l'appendice vermiforme, c'est une excroissance qui se situe sur la face interne du cæcum, d'accord, à la jonction des 3 bandelettes coliques. Donc, ça, c'est entre les deux, on a la bandelette antérieure et les deux bandelettes postérieures. Donc, il a un diamètre entre 5 et 7 mm, une longueur jusqu'à 8 cm. C'est pour pouvoir faire le diagnostic entre un appendice normal et un appendice augmenté de volume. Mais le plus important, c'est qu'il y a pas mal de variations anatomiques de l'appendice qui vont donner par la suite des différents tableaux cliniques. Donc on peut avoir l'appendice latérocécal interne qui est la forme la plus commune. On peut avoir la forme pelvienne,
la forme sous-sécale, latérocécale, rétrosectale et les formes qui sont à l'intérieur du mésentère, soit la mésocéliaque, soit la rétromésentérique. Donc, vous pouvez bien comprendre que la localisation de l'appendice, la localisation anatomique de l'appendice va donner parfois des signes différents d'une localisation à une autre. Et puis, on peut avoir même des variations anatomiques du bloc ilio-séco-appendiculaire. C'est dur à l'emplacement, à l'évolution anatomique au cours de la vie fœtale. On peut avoir un séco-appendice pelvien, iliaque, fosse iliaque droite qui est la forme commune, ou bien au niveau de l'hypochondre droit, de l'épigastre, ou même parfois au niveau de la fosse iliaque gauche. Et ça, on va le voir chez les gens qui ont ce qu'on appelle un situs inversus, c'est-à-dire qu'ils ont des organes qui ont des positions contraires. C'est-à-dire que le foie il est à droite, le cœur il est à droite et le foie il est à gauche. C'est ce qu'on en parle. On parle d'un situs inversus. Du point de vue physiopathologique, l'appendice il est connu très très riche en germes bactériens. Et les germes sont anaérobies et aérobies. Et les modalités d'infection de ces appendices, ils peuvent se faire par différentes voies. Lorsqu'on doit parler en premier de la voie hématogène. La voie hématogène, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que la bactérie, elle est dans le sang, il va se localiser au niveau de l'appendice et ça va donner une appendicite. Mais cette voie, comme on a dit, elle est exceptionnelle. Rarement on la trouve. Par contre, la voie endogène, c'est-à-dire qu'il y a une étiologie dans la limière de l'appendice vermiforme, ce qu'on appelle une étiologie endoluminale, ça, c'est une étiologie, c'est une physiopathologie, c'est une hypothèse qui est très fréquente. Et la lumière, il peut être obstruée par quoi? Parce que par une hyperplasie lymphoïde, en sachant que le tissu muqueux de l'appendice il est plein de ganglions lymphoïdes, d'accord. L'étiologie qu'on retrouve le plus souvent, nous, c'est les matières fécales qui sont durcies, ce qu'on appelle le stercolite. Il va boucher la lumière de l'appendice et ça va donner une appendicite. On peut avoir un corps étranger, alimentaire, non alimentaire, comme un noyau d'olive ou un corps étranger externe que la personne a avalé. Il peut pouvoir obstruer la lumière de l'appendice et ça va donner une appendicite aiguë. Un bouchon muqueux aussi. Un parasite comme l'ascaris, on l'a vu, à l'ascaris, qui va être dans l'intestin et va venir au niveau de l'appendice, il va boucher le trou, il va entrer dans la lumière et boucher le trou. D'autres étiologies, soit tumorales, soit inflammatoires, comme par exemple dans la maladie de Crohn, que vous allez voir en pathologie digestive médicale. Sur le plan anatomo-pathologique, on peut avoir des lésions de l'appendice et des lésions en dehors de l'appendice, ce qu'on appelle les lésions périappendiculaires. Au niveau de l'appendice, on a différents stades de l'infection ou l'inflammation de l'appendice. Au début, l'appendice il est un petit peu rouge, d'accord. Il y a une hyperémie, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui est là, il est un petit peu rouge, le sang qui va venir en excès. Et l'inflammation, il intéresse surtout la muqueuse appendiculaire, ce qu'on parle d'une endoappendicite. Voilà l'exemple. Il est presque normal, sauf qu'il est hyperémié, il est rouge. D'accord. Et lorsqu'on va faire l'étude histologique, on va trouver une inflammation de l'appendice et on parle d'une endoappendicite. L'étape suivante, c'est des ulcérations, c'est la constitution de pus. On parle d'appendicite purulente. Un stade plus avancé, on peut avoir de la nécrose, la mort cellulaire, et on peut parler d'une appendicite gangréneuse ou phlegmoneuse. D'accord. C'est des entités un petit peu sur le plan anatomopathologique et différentes, mais on va avoir une mort cellulaire, ce qu'on appelle la nécrose cellulaire. Et c'est ce type d'appendicite qui va se perforer. Et lorsqu'elle ne va pas se perforer, donc l'infection
l'infection va sortir en dehors de l'appendice. D'accord? C'est comme l'exemple ici dans la photo. Et cette sortie de l'infection en dehors de l'appendice, il va donner ce qu'on appelle les lésions périappendiculaires. Et on va avoir une constitution du pus. Donc, une collection de pus au niveau de la fosse électrique droite périappendiculaire va donner ce qu'on appelle l'abcès appendiculaire. D'accord. Et lorsque le pus il va être diffus au niveau de toute la cavité abdominale, et ici on est dans la cavité péritoniale entre les deux péritoines et pariétale et viscérale, on va parler d'une péritonite aiguë. D'accord? C'est comme dans le premier cours, on en parlait d'une inflammation de péritoine, ce qu'on appelle la péritonite aiguë. D'accord? Qui est une urgence thérapeutique, parce qu'elle est très grave, il peut engendrer même la mort. D'accord. Ces deux étapes, parfois ils se suivent, parfois ils ne se suivent pas, parce que parfois on aura une perforation de l'appendice qui va donner directement une péritonite, ce qu'on appelle une péritonite en deux temps. Parfois directement une péritonite, on parle d'une péritonite en un temps. Lorsqu'on a la constitution d'un abcès puis d'une péritonite, on parle d'une péritonite en 3 temps. Ça, c'est pour vous, c'est des informations qui sont supplémentaires. Parfois, les organes de l'abdomen, les anses intestinales, l'épiplon et même le côlon mobile ou les organes mobiles chez la femme, ils vont, lorsqu'il y a une infection, une inflammation de l'appendice, ils vont ils vont protéger l'abdomen, ils vont venir colmater cette infection appendiculaire. Donc, et ça va donner, c'est un moyen de défense, et ça va donner ce qu'on appelle le plastron appendiculaire. Et par définition, ça c'est une question qu'on pose souvent à l'examen, le plastron appendiculaire, c'est l'agglutination des anses intestinales de l'épiplon autour de l'appendice infecté. C'est très important à connaître. Maintenant, on va voir comment on fait le diagnostic. Comment on fait le diagnostic d'une appendicite aiguë. Et on va prendre comme type de description l'adulte jeune. Vous allez voir que dans les formes cliniques, ça va changer chez l'enfant, chez la femme, chez le vieux. Ils ont des particularités un petit peu différentes. Donc, le premier signe qu'on va avoir lors d'une appendicite aiguë, c'est la douleur de la fosse iliaque droite. Il n'y a presque jamais d'appendicite sans douleur de la fosse iliaque droite. La douleur, elle ne va pas se manifester sauf chez des gens qui sont en état général très altéré ou bien en état d'inconscience comme dans les comas. Mais le plus souvent, la douleur, elle est le premier signe, c'est le signe avant-coureur et le premier signe à voir lors d'une appendicite aiguë. Cette douleur, elle a des particularités, c'est qu'elle s'installe rapidement et d'une façon brutale. Donc, et le patient, il peut vous rapporter précisément la douleur. Ça a commencé il y a 4 heures, il y a 6 heures, il y a 24 heures, il y a 2 jours. D'accord? Il va vous rapporter parce que la douleur, elle est d'installation brutale ou le plus souvent ou rapide, ou d'installation rapide. D'accord? La douleur, elle est spontanée, donc ce n'est pas à la suite d'un traumatisme ou d'un mouvement, donc elle est spontanée. Elle est continue, une douleur qui n'est pas continue, intermittente, ce n'est pas en faveur d'une appendicite aiguë. Et l'intensité, elle est variable, ça dépend de l'inflammation et ça dépend de la réponse de la personne ou bien la subjectivité à la réponse de la personne à la douleur. Donc, il peut être soit atroce, insupportable, ou parfois il est supportable un petit peu, mais le plus souvent il est insupportable, il est sévère, ce qui amène les gens à consulter même au milieu de la nuit, parce que ça fait énormément mal. Les signes accompagnateurs, c'est secondaire à cette douleur-là, c'est les nausées, vomissements, c'est des troubles de transit,
Un petit peu, il vous rapporte qu'il a un petit peu une selle un petit peu liquide, ou bien il n'arrive pas à faire ses selles, mais ce n'est pas très important. Mais surtout, il faut chercher les signes négatifs. Les signes négatifs, c'est qu'il n'y a pas de trouble mictionnel, donc il n'y a pas de brûlure mictionnaire ou bien de pollacurie. Et chez la femme, il n'y a pas de signes gynécologiques, il n'y a pas de perte ou bien de perte soit purulente, soit sanguine par les voies génitales chez la femme. C'est très important, c'est des signes qui sont négatifs. Et lorsqu'on a ces signes, on doit penser à un autre diagnostic. Les signes généraux, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut chercher une fièvre, à condition que le patient n'a pas pris un traitement antibiotique. Donc, lors d'une appendicite aiguë, la fièvre, elle est entre 38 et 38,5. D'accord. Normal, c'est un petit peu n'est pas en faveur, mais très élevé, il est en faveur d'une appendicite un petit peu compliquée. On va le voir dans les formes cliniques. D'accord. Ici, dans l'appendicite, le plus souvent, on n'a pas de trouble hémodynamique. Lorsqu'on va prendre le pouls, il est un petit peu augmenté. D'accord. C'est en fonction de la température et la tension artérielle est normale. Lorsqu'on a un choc hémodynamique, on doit penser à un autre diagnostic. Les signes physiques, ça c'est très important, c'est lors de l'examen clinique. Il faut avoir en tête que le diagnostic de l'appendicite aiguë, comme on l'a dit à l'introduction, il est clinique. Donc il faut avoir un examen clinique physique bien orienté, bien précis pour pouvoir faire le diagnostic. Lorsqu'on va palper ce patient, on va trouver une douleur localisée au niveau de la fosse iliaque droite. Ici, on est dans l'appendicite. Et puis surtout, une défense. Une défense, on a vu ça en sémiologie, une défense localisée au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, la défense, comme vous savez, par définition, c'est une contraction ou bien résistance du muscle de la paroi abdominale qui est douloureux, donc permanent, qu'on arrive à vaincre. Et surtout ici, il est localisé, c'est la défense, elle est localisée au niveau de la fosse iliaque droite. Lorsqu'on appuie un petit peu profondément et on lâche l'abdomen, on va trouver une douleur, ce qu'on appelle la douleur à la décompression. Lorsqu'on appuie sur la fosse iliaque droite, on va révéler une douleur de la fosse iliaque droite. Lorsqu'on va appuyer sur la fosse iliaque gauche, on va trouver une douleur, on va révéler une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Et puis lorsqu'on va faire un toucher rectal chez cet adulte jeune, on va trouver une douleur qui est latéralisée à droite. Par définition, on doit toujours penser à une appendicite aiguë lorsqu'on a un syndrome douloureux et fébrile de la fosse iliaque droite. Donc ça, c'est un dogme. Il faut le retenir durant votre vie de praticien médical. Une douleur avec fièvre de la fosse iliaque droite, donc ça veut dire qu'il y a une appendicite. Donc on doit soit la confirmer, soit l'infirmer. Et lorsqu'on doute sur le diagnostic, on peut demander des examens paracliniques. Les premiers examens, ils sont biologiques. Donc c'est une numération formée sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose à prédominance neutrophile. Vous connaissez la formule normale. La valeur normale des globules blancs, c'est entre 4000 et 10 000. Lorsqu'on va trouver une hyperleucocytate au-delà de 10 000 éléments par millimètre au cube, on va penser à une infection. Ici, on a une infection avec une douleur de la fosse iliaque droite, une défense de la défense, c'est en faveur d'une appendicite. Et surtout, il y a une protéine qui est caractéristique d'une inflammation, c'est la CRP, c'est la protéine C-réactive. D'accord, il faut la demander. Et puis surtout, lorsqu'on a un doute, on va la répéter pour pouvoir voir est-ce qu'il va donc évoluer en augmentation en faveur d'une infection. D'accord. On peut demander d'autres examens cliniques lorsqu'on pense à autre chose. Par exemple, lorsqu'on pense à un problème gynécologique, on va demander des examens à la recherche de ce diagnostic gynécologique. Ou bien, lorsqu'on suspecte une infection urinaire, on va demander des examens à la recherche d'une infection urinaire. Et ça, vous allez le voir dans les cours respectifs de ces pathologies. L'examen qu'on utilise le plus souvent, c'est l'échographie abdominale. Donc l'échographie, elle est très utilisée. Il fait maintenant presque partie
de l'examen clinique. Dans tous les cabinets médicaux, on a une échographie. Donc, il n'est pas systématique, mais on la demande lorsqu'on a un diagnostic. Et lorsqu'on la trouve normale, il ne peut pas éliminer le diagnostic. Les images très caractéristiques d'une appendicite sont l'image en cocarde, d'accord? L'image en cocarde, lorsqu'on va en cocarde, c'est comme ici. Lorsqu'on a une coupe transversale, on va trouver une cocarde, d'accord? Ici, comme ça. Et lorsqu'on fait une coupe longitudinale, on va chercher une image en doigt de gant. Regardez, c'est un doigt avec une infiltration, d'accord, sur les parois du gant de l'appendice. C'est en faveur d'une appendicite. Parfois, on va trouver, c'est l'image encore, on va pas trouver un épanchement, un petit épanchement au niveau de l'appendice. C'est en faveur d'une appendicite aiguë. Donc, les signes échographiques, encore, c'est l'image en cocarde, l'image en gant, et surtout, parmi les étiologies, lorsqu'on trouve une image hyperéchogène à l'intérieur de la lumière de l'appendice, ce qu'on appelle le stercolite. Très important. On doit rechercher un épanchement péritonéal. On va spécifier sa quantité, son aspect, et surtout sa localisation au niveau de la fosse électorate, au niveau du col de Segura, ou bien en interrance. Donc, il y a une autre chose, l'appendice, il est parfois apéristatique en faveur d'une infection, et lorsqu'on on connaît anatomiquement que le diamètre de l'appendice, il fait jusqu'à entre 3 et 5 mm. Lorsqu'il est supérieur à 6 mm, c'est un appendice qui est augmenté de taille, de diamètre, et c'est en faveur d'une appendicite aiguë. On peut demander un scanner qui va montrer l'appendice, parfois le stercolite ou autre étiologie, parfois un épanchement ici, c'est comme ça, un épanchement de la fosse électorate, et parfois. Et maintenant, le scanner elle est de plus en plus utilisé dans le diagnostic de l'appendicite aiguë. Une partie très importante dans ce cours, c'est le diagnostic différentiel. On fait le diagnostic différentiel d'une appendicite aiguë avec toute affection gynécologique, surtout infectieuse ou autre. L'inflammation de la trompe, ce qu'on appelle la sympathique aiguë, d'accord? Une grossesse au niveau de la trompe, ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine, ou bien un kyste ovarien compliqué ou non compliqué. Il faut avoir ça en tête lorsqu'on est en présence d'une femme qui a une douleur de la fosse électorate. Les affections urinaires aussi, c'est un diagnostic différentiel. C'est surtout la colique néphritique, et parfois on a pas mal de difficultés à faire la part des choses. D'accord. Il faut savoir que dans ce diagnostic différentiel, il y a des pathologies bien précises, il y a des pathologies qu'on opère et des pathologies qu'on traite médicalement. L'infection des voies urinaires, une pyélonéphrite est aussi un diagnostic différentiel. Lorsqu'on a un appendice situé au niveau de l'hypocondre droit, ou bien carrément un séco-appendice qui est au niveau de l'hypocondre droit, ça peut prêter à confusion avec une affection biliaire, avec une inflammation de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle la cholécystite aiguë. Et parmi les étiologies, d'accord, les plus fréquentes qu'on a un problème à différencier, c'est surtout les inflammations chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est comme la maladie de Crohn, d'accord? C'est ça. Lorsqu'on a une tuberculose intestinale, lorsqu'on a une tumeur de l'appendice, le plus souvent carcinoïde, le diverticule de Meckel, lorsqu'il est infecté, est aussi un diagnostic différentiel, étiologique qu'il faut chercher, d'accord? Une gastro-entérite comme une infection intestinale, bactérienne ou parasitaire, ici, il prête à confusion avec une appendicite aiguë. C'est très important de faire la part des choses. Le diagnostic d'une appendicite aiguë étant posé, la prise en charge se doit d'être urgente. C'est une urgence thérapeutique. On hospitalise le patient, ou bien on l'adresse à une structure où il va être hospitalisé. On va le préparer à une intervention chirurgicale. Donc la prise de voie veineuse, le prémédiqué, donner une antibiothérapie adaptée aux germes connus de l'appendice, aérobie,
anaérobie. Et on peut proposer une chirurgie. Comment on va la proposer? De différentes manières. La voie d'abord, c'est-à-dire que la voie chirurgicale qu'on va utiliser, c'est soit une voie conventionnelle, qui est classique, ancienne, ou bien en s'aidant du matériel de celluliochirurgie. Donc l'incision, elle est soit élective au niveau de la fosse iliaque droite, ce qu'on appelle l'incision de McBurney. Donc c'est M. McBurney qui l'avait décrite en 1873. Donc il est très connu. Vous connaissez même le point. Le point de McBurney, c'est l'intersection entre le tiers externe et les deux tiers internes de la ligne qui unit l'ombilique à l'épine iliaque antérieure supérieure. Lorsqu'on a un épanchement au niveau de l'abdomen, d'accord, on est obligé de faire une toilette péritonéale, enlever tout le pus dans l'abdomen, on va faire une incision médiane. Je vais vous montrer les images. Les images, c'est comme ça. Voilà une incision de McBurney, élective, au niveau de la fosse iliaque droite. Voilà une incision médiane. Plus souvent, on la fait moins que ça dépend de l'atteinte. Sinon, on va utiliser la célioscopie. La célioscopie, on va s'aider d'un matériel comme ça. Ça, la plus ancienne, c'est la colonne que l'on avait en 2003-2004. Ça a évolué un petit peu la technologie, mais on a un écran, on a un insufflateur, on a une caméra, et on va pouvoir comme ça, on va faire un trou au niveau de l'ombilique, un orifice. Ici, ça, c'est une femme qui était en postpartum, d'accord. Ça, on l'a opéré. Ça, c'était en 2003, lorsqu'on avait commencé le cours. On doit la changer, d'accord. On avait commencé le cours en 2003, 2004. Donc, on introduit le trocar et on va voir tout l'abdomen, d'accord. Le geste qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'appendice qui est malade, ce qu'on appelle une appendicectomie. On va voir les temps. On va aspirer le liquide. Lorsqu'on a le pus, on va faire le lavage avec du sérum physiologique ou bien de l'eau stérile. Lorsqu'on a un épanchement, on peut faire un drainage. Un drainage, on va vous montrer. D'accord. Ici, drainage guidé par imagerie, vous devez le connaître. Lorsqu'on a un patient très âgé, où il y a un problème d'anesthésie, donc il y a un risque vital lorsqu'on va l'anesthésier. Lorsqu'on a une collection, on peut proposer le patient à un drainage. On met un tuyau au niveau de la collection pour extraire le pus et on va donner le traitement antibiotique. Ça, c'est des indications bien particulières. Les différents temps de l'appendicectomie, on va couper, ligaturer le mésoappendice et après, on va ligaturer la base appendiculaire. Comme ça, on va la couper et après, on va extraire l'appendice. Ici, c'est une image célioscopique réelle qui montre un épanchement au niveau de la fosse iliaque droite et vers le cul-de-sac de gland. Ici, c'est un moyen de drainage. Lorsqu'on a un abcès ou une péritonite, on fait soit un drain, un tuyau, soit ce qu'on appelle la lame de Delbey. C'est une lame comme ça, ondulante, ce qu'on appelle la lame multiperforée, et ça permet, lorsqu'il y a la persistention du pus, ça permet de le ramener. Vous allez le voir ça dans le service. Donc les indications, lorsqu'on a une appendicite aiguë, on fait une appendicectomie. Lorsqu'on a un abcès appendiculaire à côté de l'appendicectomie, on fait un drainage. D'accord. Et lorsqu'on a un patient qu'on n'arrive pas à opérer, il y a un risque vital, on peut faire un drainage guidé par imagerie. Donc l'appendicectomie, le traitement de l'appendice, de l'abcès, de la péritonite peut se faire par voie classique conventionnelle, par incision conventionnelle, soit par célioscopie. Donc lorsqu'on a une péritonite appendiculaire, c'est le même, donc le plus souvent par célioscopie, on va évacuer tout le pus au niveau de la cavité abdominale. On va faire une appendicectomie, on va laver ce qu'on appelle la toilette péritonéale et on va faire un drainage qui n'est pas... La particularité du plastron appendiculaire, parce qu'on a dit que le plastron, c'est un mode de guérison de l'organisme. Donc l'organisme s'est défendu pour traiter l'appendice. Donc il ne faut pas les opérer parce qu'il y a un risque, parce qu'on aura des anses intestinales qui sont agglutinées sur l'appendice et on a un risque de perforation, un risque. Donc c'est des gens qu'on n'opère pas, qu'on va donner un traitement antibiotique, on va les surveiller, donc, et passer l'urgence, on peut les opérer après un laps de temps.
D'accord? On va faire une appendicectomie, ce qu'on appelle l'appendicectomie ultérieure. Donc, il faut savoir que c'est une pathologie qui est très fréquente, qualifiée de banale, mais quand même, on a une mortalité qui est très rare, mais ça existe, 0,1% à 1 pour 1000 à 0,25, donc 1 pour 1000 à 2 pour 1000. Quand même, ça fait une mortalité. Par contre, les complications, elles sont un petit peu fréquentes parce qu'on a une infection. Donc, on aura surtout la paroi qui est infectée parce qu'il est souillé de microbes, d'accord? On peut laisser une collection à l'intérieur ou bien se constituer ce qu'on appelle les abcès profonds, d'accord? Lorsqu'on opère un abdomen, on aura des adhérences entre les différents organes. Ça peut donner par la suite des occlusions post-opératoires, et vous allez voir ça dans les cours de post-opératoire, ou bien carrément, pour une raison quelconque, soit du puits, soit une perforation, on peut avoir une péritonite post-opératoire, on peut avoir d'autres complications comme générale. C'est que vous avez un patient qui est diabétique et va faire la décompensation de son diabète, un patient qui a une pathologie, il peut faire une complication vasculaire ou cardiaque ou pulmonaire comme une embolie, il peut faire des complications post-opératoires, d'accord, parce que ça dépend du terrain du patient. Pour conclure et vous dire que c'est une urgence chirurgicale très fréquente, c'est la première urgence de par le monde chirurgicale, d'accord. Donc elle est tellement fréquente que les gens ils disent que c'est rien, c'est banal, mais non, quand même, il y a une morbidité, il y a une mortalité. Mais pour pallier à ça, il faut faire un diagnostic sûr et précoce et une prise en charge thérapeutique, surtout chirurgicale, au temps opportun précoce. En attendant la séance agressive, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.